Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. En voici le sommaire. Au cours d'une réunion présidée par le président de la République, le gouvernement a pris l'option d'évaluer le processus du retrait de la MONUSCO du territoire congolais. Et puis, en remerciement au président de la République qui a pensé au désenclavement du quartier Kanluka dans la ville-province de Kinshasa, les notables de ce coin ont adressé une déclaration pour dire merci aux premiers de Congolais. Et puis l'influence des réseaux sociaux en milieu de jeunes quinois en particulier a été l'un des sujets traités par votre rédaction au cours de cette semaine. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kasindi. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts répartis comme suit: 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Il a aussi été dénombré près de 170 blessés. Décès qui précèdent, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Une semaine après les manifestations anti-MONUSCO qui se sont déroulées respectivement dans les villes de Goma et de Butembo et qui avaient fait des morts et des blessés parmi les civils et les casques bleus, hier dimanche, c'était au tour du poste frontière de Kasindi de connaître une tuerie de la part des militaires de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO. Ces derniers étaient de retour de congé et ont ouvert le feu à la barrière de la douane de la frontière entre la RDC et l'Ouganda pour des raisons inexpliquées pour le moment. Ils y ont ensuite forcé le passage. Dans un communiqué de la mission onusienne, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, s'est dite profondément choquée et consternée par ce grave incident. Elle a indiqué que face à ce comportement inqualifiable et irresponsable, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui ont déjà débuté en collaboration avec les autorités congolaises. Les contacts ont été aussi établis avec le pays d'origine de ces militaires pour une procédure judiciaire. Côté gouvernement congolais, tout en appelant au calme la population, en particulier celle du Nord Kivu, celui-ci a signifié que les casques bleus concernés ne pourront plus faire partie des contingents de la MONUSCO en attendant l'aboutissement du plan de retrait de cette force de la RDC. Des dispositions requises sont en cours pour assurer la prise en charge matérielle et judiciaire consécutive à ce drame. Tout est parti de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où l'on voit de casques bleus de la MONUSCO ouvrir les feux sur un groupe de personnes au poste frontalier de Kasindi à Beni le dimanche 31 juillet. Quelques heures plus tard, dans un communiqué de la MONUSCO, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, a reconnu cet incident grave survenu à Kasindi et affirme avoir mis le responsable aux arrêts. Des réactions fusent de partout sur la toile. Dans son message, posté sur la page Twitter, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, condamne fermement cet incident malheureux ayant impliqué des éléments de la mission onusienne en RDC.
Il s'est dit consterné et affirme suivre de près la situation tout en adressant ses condoléances aux Congolais. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC, Jean-Marc Châtaignier, sur sa page Twitter aussi, a écrit « Les sanctions fortes et immédiates doivent être prises contre les responsables de tels actes qui trahissent l'idéal de l'ONU ». De son côté, le docteur Denis Mukwege s'est dit consterné par cet acte de barbarie. Par contre, Martin Fayulu, président de l'ECID, appelle le secrétaire général Antonio Guterres de venir en personne pour se rendre compte de la situation en RDC. Cet incident malheureux est le énième acte que déplore chaque jour la population congolaise à l'égard de casques bleus de la MONUSCO. On compte jusqu'ici 2 morts et plusieurs blessés graves lors de cette attaque qui a eu lieu le dimanche 31 juillet à l'est de la RDC. Sincères condoléances aux familles éprouvées. La gérance par les Nations Unies des situations de la RDC s'est toujours réalisée, non pas en faveur des intérêts légitimes des Congolais, mais au profit des puissances impérialistes qui commandent le Conseil de sécurité de cette organisation. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui, à l'occasion de la réunion des crises qu'il a présidée lundi 1er août au courant, a rappelé au secrétaire général de l'ONU que le retrait du M23 de toutes les localités actuellement occupées est une condition nécessaire à la baisse de la tension entre la population congolaise et la MONUSCO, a démontré qu'il prenait bien la mesure de la situation. À l'opposé de sa mission, la MONUSCO observe bras ballants l'invasion de la RDC par les États du Rift africain sous le masque du M23, États avec lesquels les puissances occidentales et leurs multinationales traitent. Pire encore, la MONUSCO a déclaré son incapacité à se mêler de l'agression par les M23, glorifiant la qualité de ses armes. Ce qui rappelle le double jeu des Nations Unies au lendemain de l'indépendance de la RDC. En effet, appelé par Patrice Emery Lumumba pour protéger le pays contre l'agression belge au lendemain de la proclamation de la sécession katangaise orchestrée par les Belges, les casques bleus arrivés alors au Congo ont protégé les Belges et les Nations Unies ont joué les jeux des agresseurs du Congo. De même que les Nations Unies ont reconduit l'embargo sur les armes contre la RDC agressée par les M23, de même dans leur résolution du 8 août 1960, elles ont plutôt procédé au désarmement complet de l'armée lumumbiste. Et pour cela, le secrétaire général de l'époque, Dad Hammarskjöld, a dû au préalable discuter avec Claire Timberlake, l'ambassadeur américain à Léopoldville. Les forces de Tchombe, pourtant en débandade, en ont profité pour massacrer les Balubakat qui soutenaient Lumumba, le Premier ministre et ministre de la Défense. Plus tard, les Nations Unies ont même participé à l'assignation à résidence surveillée de Lumumba avec les casques bleus ghanéens, ce qui aidera plus tard à son assassinat. Les Nations Unies ont joué les jeux des USA au Congo, dont l'assassinat de Lumumba, dont l'aide à la marionnette Mobutu pour écarter Tchombe suivant l'évolution des intérêts américains et dans toutes les campagnes martiales de Mobutu pour éliminer les lumumbistes. Lanterne balancée dans l'air, la croix symbolisant les morts enterrés à l'est de la RDC, c'est le but principal du rassemblement du mouvement de jeunes citoyens Génocoste, qui signifie les génocides congolais pour l'intérêt économique. L'occasion pour célébrer les 25 ans des génocides congolais, l'artiste Youssoufa, ayant pris part à cette manifestation, exprime son mécontentement. Mais notre modèle, c'est notre identité. Vraiment. Notre mémoire, c'est notre identité. C'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, se souvenir des ancêtres, surtout dans nos cultures de Bantou, les ancêtres, les ancêtres, c'est très important. Les ancêtres, c'est très important. Les ancêtres d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 50 ans. Parce que le fait qu'on ne parle pas de nos ancêtres, ceux qui ont fait des choses avant nous, ceux qui sont tombés avant nous, le militant de mouvements citoyens ont aussi manifesté leur ras-le-bol face au génocide qui sévit à l'est de la RDC. La date d'aujourd'hui correspond au début, comme je l'ai dit, de ce qui est connu comme la deuxième guerre du Congo. Alors qu'avec les accords de paix de 2002, la guerre était censée se terminer, nous assistons aujourd'hui à son intensification
avec la multiplication des groupes armés instrumentalisés par certains pays étrangers, notamment le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Burundi. Madame Sophie, qui a vu mourir ses parents lors de ce génocide qui date de 25 ans, témoigne. Ma présence ici signifie que je suis venue représenter mes parents qu'on a tués. Le génocide a commencé en 98 et mes parents sont parmi les premiers qui sont morts. Ici est de noter que cette journée vise à commémorer les victimes du génocide du 2 août. Et aujourd'hui, si il y a des gens qui sont en train de proposer à le rencontrer, c'est une bonne chose. Cependant, Joseph Kabila, en tant que légaliste, il n'appartient pas à n'importe qui de se réveiller du pied gauche de son lit, même au sortir d'un point de presse, dire que je vais rencontrer Joseph Kabila. Non, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas d'accord quant à la procédure. Franck Diongo et les autres, Jean-Marc Kabound et tout le monde qui voudrait le voir, nous le renvoyons à la famille politique de Joseph Kabila. Joseph Kabila a une famille politique, le FCC. Voilà vers où Franck Diongo et toute sa bande-là, qui aujourd'hui reconnaît la valeur de Joseph Kabila, doit se diriger. Aujourd'hui, nous, FCC, nous le disons, nous n'avons pas besoin qu'on amène Joseph Kabila vers des voies anticonstitutionnelles. Le monde sait comment ils ont vilipendé Joseph Kabila. Le monde sait. Et ils ont donné à Joseph Kabila les noms de tous les oiseaux du ciel. Jean-Marc Kabound était premier vice-président. Le pourfendeur du FCC ou de la coalition FCC et 4, c'est Jean-Marc Kabound. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound cherche à rencontrer Joseph Kabila parce qu'ils ont eu de déboires dans leur pouvoir qu'ils ont vanté. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils disent, ils viennent voir Joseph Kabila. Et ils les déclarent haut et fort, comme si Joseph Kabila, il le verrait. Il suffit tout simplement d'un point de presse à l'issue duquel on dit, je vais voir Joseph Kabila, et ils le rencontrent. Nous disons non. Par cette procédure-là, ils ne verront pas Joseph Kabila. Ce qui était hier un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Après une année de travail effectué par la direction de l'organisation et de l'informatique DOI, avec l'appui matériel du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation FPEF, a porté de fruits. Ainsi donc, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a procédé avec la remise des cartes biométriques au lancement de la mise en œuvre du pointage numérique des agents et cadres de l'administration centrale de ces ministères. Prenant la parole, la secrétaire générale AI à l'EPST a souligné que cette concrétisation tombe à point nommé pour assainir l'administration centrale de ce ministère. La cérémonie de ce jour a un caractère capital pour l'avenir de notre administration, dans la mesure où l'assainissement de notre sous-secteur est tributaire de l'éradication de plusieurs vices, dont l'absentéisme. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, ici présent, a reçu du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, 2 missions à accomplir à la tête de ses majestés ministères, à savoir consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement. Et puis à Kimpese, territoire de Songololo en province du Congo central, une usine spécialisée dans la production des emballages biodégradables et recyclables est opérationnelle depuis le mois de mai dernier. Cette unité ayant bénéficié d'un accompagnement financier du Fonds de promotion de l'industrie vient d'être visitée par une inspection par le directeur général intérimaire du FPI,
Jean-Claude Kalenga Makonga, le constat global fait sur le terrain par le patron du FPI est que cette usine évolue très bien. Les détails. Ces deux bâtiments fraîchement sortis de terre abritent les installations de la société Bags & Sachs, une unité industrielle spécialisée dans la production des emballages destinés au ciment et aux produits agricoles. Nous sommes dans la petite agglomération des Kimpese, dans les territoires des Songololo, en pleine province du Congo central. Ces jours, le promoteur du projet reçoit la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par son directeur général intérimaire. La raison de cette descente est simple, inspecter le fonctionnement de l'usine à la suite d'un accompagnement financier de cet établissement public. Trêve des commentaires et direction à l'usine proprement dite. Sur place, les promoteurs de Bags & Sachs, aux côtés de la délégation du FPI, conduite par son directeur général intérimaire Kalenga Makonga, a passé en revue toutes les unités de production utilisées par l'usine, ainsi que leurs fonctionnalités, mais également les matières premières et l'équipe des employés présents. Pour Jean-Claude Kalenga Makonga, qui ressort rasséréné de cette étape, cette usine n'a rien à envier aux usines qui évoluent sous d'autres cieux et qu'il a eu à visiter. Il rassure surtout que la société Bags & Sachs est en train de répondre aux attentes du FPI en suivant scrupuleusement les plans de financement établis entre les deux parties. Je ne suis pas un technicien, mais ce que j'ai vu en visitant toute la chaîne de production, de la matière première au produit fini et surtout dans les laboratoires de contrôle de qualité, je pense que l'usine fonctionne très bien. Jusque-là, nous sommes dans un cheminement commun qui fait que chaque étape est respectée par Bags & Sachs, mais en même temps Bags & Sachs nous permet aujourd'hui de réaliser l'une de nos missions. C'est-à-dire le FPI a pour mission de promouvoir l'industrie locale pour essayer de réduire tant soit peu les importations extérieures et créer surtout l'intégration industrielle. L'intégration industrielle, nous avons sur place ici, il produit les sacs et tout autour, il y a les entreprises qui sont demanderesses de cette production. Et nous voulons aussi que cette production s'étende et qu'aspirent aussi les autres demandeurs locaux qui sont dans le pays et aillent même au-delà de la seule province du Congo central. Il y a des provinces minières comme celle de l'ancien Haut-Katanga qui attendent la vision du chef de l'État être dans le concret et nous sommes en train de produire et production locale. Nous comptons sur notre gouvernement, tel que l'avait annoncé le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Il va voir le gouvernement et le Premier ministre verra aussi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, ça, c'est sa vision. Le parlementaire de l'Ituri salue les différents projets visant à doter la province de l'Ituri des infrastructures à la hauteur de ses richesses, de projets implémentés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit, entre autres, de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Murongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon, ainsi que les travaux de construction de l'université de Bunia, située à Tchéri. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets cumulés témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de l'Ituri. Constat fait par ces élus nationaux à l'issue d'une visite guidée effectuée sur terrain. Honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale pour le compte de l'Ituri, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bunia pour la réussite de ces travaux. D'abord, nous remercions le président de la République pour cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de l'Ituri. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur un domaine public de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national Raymond Tchediapataï. La population, je la félicite parce qu'elle est tout à fait disponible
la population est positive pour rallonger notre vie. La population connaît l'importance des travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous, en tant que les élus, les représentants, nous nous battons pour que les droits soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire à Ituri, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboya Nkashama Johnny, à savoir la construction des bâtiments administratifs du territoire d'Irumu, les bâtiments du gouvernorat, la réhabilitation de l'axe routier, Bunya Maagi, Bunya Kasseni, Bunya Komanda, ainsi que Mambasa Makeki et bien d'autres, une façon de restaurer l'autorité de l'État. Nous, chefs de quartier, chefs de rue, notables, prêtres, pasteurs et imams de la cité Kanluka, faisons la présente déclaration pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à descendre, à désenclaver notre entité et à nous fournir l'eau potable et l'électricité qui nous manquait depuis 1960 que notre quartier Kanluka existe. Nous notons qu'en l'espace de 2 mois, le chef de l'État est venu vers nous 2 fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Ceci est un signe d'un grand amour. En conséquence, nous lui témoignons et le rassurons de notre reconnaissance profonde et de notre attachement indéfectible derrière notre frère Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui l'a aussi élevé en dignité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur la population de Kanluka en toutes circonstances, car votre nom entre à jamais dans les annales de l'histoire de notre quartier. Vous avez fait pour nous ce que personne n'avait fait pour nous par le passé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Kanluka. Je vous remercie. Après confirmation d'une plainte déposée contre Chalina au palais de justice de la Gombe, la présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Mami Moujani, accuse Chalina de la mauvaise présentation de ses produits à travers la publicité, alors que ces produits sont pharmaceutiques et qu'à ce titre, ils ne peuvent être utilisés que sur prescription du médecin. Aujourd'hui, nous sommes venus confirmer notre plainte déposée contre la société Chalina Pharmaceutique. Donc, nous venons de confirmer la plainte parce que Chalina continue à présenter à travers les publicités mensongères les produits diprozone, bétazole, épiderme comme étant des produits cosmétiques à consommation courante, pendant que ce sont des produits pharmaceutiques qui ne peuvent être utilisés que sur avis du médecin pour le traitement des maladies de la peau. Alors, ça va faire depuis 2014 que nous avons commencé ce combat. MIFDA, c'est le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, mais qui milite dans le cadre de ses objectifs spécifiques, milite aussi pour que la femme jouisse de la meilleure santé possible grâce à l'accès à l'information juste en matière de santé.
Voilà. La présidente du MIFDA en appelle à l'implication du chef de l'État et des autorités compétentes pour prendre des mesures idoines pour mettre fin à ces tueries silencieuses qui détruisent la santé et la peau de la femme congolaise. Nous déplorons la vente libre de ces produits-là, nous déplorons la publicité mensongère. Je précise bien que la plainte est faite contre Chalina et ses complices. Voilà, je viens encore rappeler au chef de l'État, qui est le garant de la nation. C'est vrai, nous nous battons pour l'article 14, nous l'encourageons comme il est le gender champion, mais nous voulons qu'il puisse aussi s'impliquer dans la protection de la santé de la femme que nous sommes. Il s'y est dénoté qu'après le palais de justice de Lagombe, la présidente du MIFDA s'est rendue au ministère de la Santé publique pour déposer un mémo. Le cimetière de Lagombe a connu un engouement ce lundi 1er août. L'ambiance y a été et les rendez-vous a été respectés par les membres de famille qui se sont rendus sur les lieux pour rendre un dernier hommage à leurs proches, pour se recueillir et se souvenir de leurs êtres chers décédés. Étant sur place pour la circonstance, quelques Quinois ont réagi. C'est une journée pour le parent, mort ou vivant. Alors, notre papa est décédé depuis 95, pardon. Et c'est pour cela qu'on est venu pour rendre visite. Neti papa so afaki yango toyaki tobongisa tombe na ye tokutaki tombe yaki salite tofuti bato basokoli juste quoi tosambeli esi topose fleur tobimi na ngai nayaki mpona kotala lelita ya tata na ya mama na ngai lelo namoni eloko moko étrange namoni ordre namoni pe bato bazosukola ti lelo. Il s'y est dénoté, hormis les personnes présentes au cimetière de Lagombe pour se recueillir et rendre un dernier hommage à leurs proches, les vendeurs de fortune venus proposer des produits liés à la circonstance comme bouquets de fleurs, vin de palme et quelques petits matériels pouvant servir à l'ornement ont également envahi les cimetières. Les habitants du quartier GB sur la route de la chaussée Oyua, à hauteur de Prokokine et voisins du Haut Commissariat pour le réfugié, ont vu leur cabine électrique prendre feu dans la journée du dimanche aux environs de 10 heures. À l'origine de cet incendie, des câbles électriques déjà usés ont pris feu, touchant un lot de palettes en bois qui a déclenché un gros incendie, allant jusqu'à calciner la cabine électrique érigée en ces lieux. Quand je me suis réveillée ce matin, j'entendais les bruits, mais je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Et quand je me suis levée, au niveau de ma fenêtre, j'ai pu voir comment l'incendie a pris feu au niveau des palettes. Parce qu'au fait, il y a des palettes qui étaient juste entassées au niveau de la rue, et ce sont ces palettes qui ont pris feu, justement. Une autre version parle d'un feu qui serait parti d'une cigarette jetée par des jeunes de la rue qui ont élu domicile derrière ces lots de palettes en bois. En attendant de tirer le fin mot de cette histoire, les habitants du quartier GB dépendant de cette cabine sont dans le noir, mais pour combien de temps? Les réseaux sociaux sont indispensables à chacun d'entre nous. Leur place dans la société demeure prédominante. Avec les réseaux sociaux, on peut s'ouvrir au monde, connaître d'autres cultures et diffuser rapidement des informations et communiquer avec ses proches. Les réseaux sociaux comportent également des inconvénients. Par exemple, se faire intimider, harceler, humilier, influencer. On retrouve aussi dans les réseaux sociaux des fausses informations qui peuvent
désorienter leur temps. On cite le jeune, mais dans des futilités. J'utilise les réseaux sociaux pour apprendre et pour s'informer aussi en temps réel. Voilà. Pour moi, je vois que c'est bien. Côté positif, je vois que c'est bien. Nous sommes dans le monde des technologies évoluées. Ça nous aide beaucoup à faire les recherches, de connaître comment marcher, comment faire notre vie. C'est vraiment ça. À mon humble avis, les réseaux sociaux ne m'intéressent pas à cause des mauvais comportements des filles, des abus et des bêtises qui se passent sur la toile. Les réseaux sociaux nous permettent d'entrer en contact avec ceux qui sont loin de nous, de nous informer sur tout ce qui se passe à travers le monde. Par exemple, l'histoire de Dubaï, Port-à-Porti, c'est à travers les réseaux sociaux que nous avons été informés. Sur ces, quelques Quinois en disent plus sur cette utilisation. Selon un psychologue social, l'utilisation sans modération des réseaux sociaux peut conduire à l'augmentation de la dépression et de l'anxiété. Le fait a du piquant, parce que le Sénégal connaît pour la première fois depuis 1960 une situation où la coalition au pouvoir perd la majorité absolue et en vertu de cette perte, elle devra s'appuyer sur d'autres forces du Parlement pour faire passer ses lois. En effet, selon les résultats officiels provisoires des élections législatives du 31 juillet proclamées hier jeudi 4 août, la coalition du président Macky Sall a 82 sièges et l'opposition en a 80 sur les 160 que l'Assemblée nationale sénégalaise compte. Pourtant, en 2017, la coalition présidentielle avait obtenu 125 sièges. Des 80 sièges de l'opposition, 56 sont de la coalition Yewi Askan Oui, qui signifie libérer le peuple en Wolof, et 24 de la coalition Walou Sénégal, qui signifie toujours en Wolof, sauver le Sénégal. Notez toutefois que les résultats définitifs seront publiés lundi 8 août par la coalition, par le Conseil constitutionnel, au cas où il n'y a pas de recours. Place à présent au rappel de principaux titres. Au cours d'une réunion présidée par le président de la République, le gouvernement a pris l'option d'évaluer le processus du retrait de la MONUSCO du territoire congolais. Et puis, en remerciement au président de la République qui a pensé au désenclavement du quartier Kanluka dans la ville-province de Kinshasa, les notables de ce coin ont adressé une déclaration pour dire merci au premier de Congolais. Et puis l'influence des réseaux sociaux en milieu de jeunes Quinois en particulier a été l'un des sujets traités par votre rédaction au cours de cette semaine. Voilà tout pour la rétrospective, merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.